Je vous en prie, si vous voulez assister à la lecture théâtralisée des œuvres, ça commencera dans le fond. Donc vous pouvez me suivre. Pardon. Je vais vous demander de vous installer de ce côté-là, s'il vous plaît. Vous pouvez aller jusqu'à là, pas de problème. Ça marche. Et je vais vous expliquer le concept. Alors, du coup, merci beaucoup d'être là pour assister à la deuxième lecture théâtralisée autour du collectif de la salle d'attente. La semaine dernière, j'ai écrit sur 7 artistes. Cette semaine, j'écris sur les 7 autres artistes. Ça sera donc la dernière lecture de cette session d'exposition. Le concept de ces lectures théâtralisées, c'est que le collectif me donne toute liberté. Moi, je déambule, je regarde leurs œuvres, soit une, soit leur entièreté. Et suite à ça, eh ben, je vais inventer une histoire. Alors évidemment, les artistes ne savent absolument pas ce que je vais dire de leurs œuvres. Il y a toutes les équilibrations de mon esprit qui s'y portent. C'est l'immense liberté dans la rigueur d'une écriture de commande. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais à partir de leurs œuvres, mais après, j'invente ce que je veux. L'histoire donc se tient d'un bout à l'autre. Elle dure 25 minutes. C'est une lecture, donc je vais être plongée dans mes mots, mais je vous demanderai de me suivre. On va déambuler dans l'exposition pour toucher à ces 7 pôles et ces 7 artistes. Vous êtes prêts? Nous rentrons dans la première pièce, chez Carmen. Carmen est en train d'étirer son corps face au grand miroir de son studio de danse. Elle tire ses muscles et sa peau de la pointe de son doigt jusqu'au creux poplité de son genou, et elle se regarde dans la glace, avec une profonde considération et un petit air bienveillant. Elle est de celles qui draguent son miroir, son reflet, lui procurant un je ne sais quoi craquant dans sa confiance en elle, un petit quelque chose qui se logerait entre son estime d'elle-même et son autodérision. Carmen est séduisante, et elle est drôle, et elle en est profondément convaincue. Après maintes discussions qu'elle entretient depuis l'enfance avec son miroir. Ah non, non, ne nous mentons pas, il eut des discussions plus houleuses que d'autres au fil de toutes ces années, surtout dans les périodes où son nez et ses oreilles grandissaient plus vite que les autres parties de son corps. Oui, enfants qui êtes là, m'écoutant, vous traverserez vous aussi cette période où divers endroits de votre corps ne grandiront pas au même moment. Étonnante expérience que l'adolescence. Ou bien sûr, il y eut quelques instants de mépris, d'oubli, de rejet, surtout dans les moments post-dépression amoureuse ou après les repas gargantuesques des vacances de Noël ou de Pâques, lui laissant toujours quelques petits kilos supplémentaires se logeant dans son abdomen. Alors, bizarrement, Carmen oubliait jusqu'à l'existence même de cette surface raffinée qui lui renvoyait son image. Plaît-il? Il y a un miroir dans la salle de bain? Non, ça ne me dit rien. Normal, tu t'es mise dans le noir, répondait alors le miroir. Plaît-il? Quelqu'un me parle? Oh non, des bruits sans doute. Tu ne m'oublieras pas bien longtemps, disait alors le miroir. Tu reviendras valser avec toi-même. Tu reviendras te retrouver belle. Tu reviendras t'acoquiner avec ton sourire et ton regard. Et le miroir n'avait jamais tort. Carmen revenait sans cesse danser avec elle-même et elle se trouvait jolie. Et ce matin-là, elle travaille à la souplesse de son corps avant de commencer une chorégraphie. Bzzz, bzzz. C'est alors qu'elle l'entend. Ah, te voilà, dit Carmen tout bas. Je vais me permettre de vous laisser là et de tourner légèrement l'œuvre pour la voir, vous pourrez montrer après. Zibeline, ma voisine. Salut Carmen, lança Zibeline, la voisine. Ça fait un petit temps que je t'avais pas vue, ma charmante danseuse. Ah oui, j'étais partie avec mes parents. Puf,
Heureusement que je suis là pour garder la baraque. Zibeline, la petite mouche, habitant la 3e latte de lambris tapissant le plafond, était une mouche très reconnaissable, grâce à sa coiffe de bigoudaine et à sa langue toute rouge et bien pendue. Elle laissait derrière elle un sillage de parfums d'espièglerie et de conciergerie qui amusait beaucoup Carmen. Eh, tu sais quoi, Zib? Vas-y, raconte. En m'étirant, ce matin, je me suis dit que malgré le monde qui se prépare, malgré tous ces grands messieurs finançant notre avenir à coups de monnaie cryptée, malgré toutes les ambitions dégueulatoires et leur envie féroce de nous enfermer dans un monde virtuel, malgré ce métaverse qui se dessine dans notre avenir proche, pardon, je te coupe, mais t'as quoi? Qu'est-ce à dire? Interroge Zib, la bigoudaine. Bah, voyons, Zib, tu n'as pas entendu parler du métaverse? Lui rétorque Carmen avec une légère impulsivité. Bah non, excuse-moi. Hein. Bah tu n'écoutes plus France Inter? Bah quand t'es pas là, je peux pas, j'ai pas assez de force avec les pattes pour appuyer sur le bouton de la radio. Mark Zuckerberg, alias Monsieur Inventeur de Facebook, réseau social très utilisé par les trentenaires quasi quadras qui postent des photos de leurs enfants s'ébabillant dans des piscines ou du plat 4 étoiles qu'ils viennent de se payer au restaurant ou qui se partagent une chronique de Nora Hamzaoui ayant pour thème le couple ou un article du Monde sur les pandas pygmées. Eh bien ce monsieur, Mark Zouzou, interrompt Zib la bigoudaine. Voilà, c'est ça, Zib, tu sais, Mark Zouzou. Il a pour projet d'inventer un monde totalement virtuel, dans lequel nous nous créerions un avatar. Un quoi? Demanda la petite mouche un peu sonnée par toutes ces informations. Ben un sosie, un double de toi, mais en version numérique. Mais pourquoi faire? Demande la mouche complètement désorientée. Tellement désorientée qu'elle se prend le miroir en pleine face et que ses 18 yeux se mettent à rouler autour de leur axe. Bah, pour que tu t'y balades dans ce monde virtuel, reprend Carmen. Que tu y travailles, que tu y fabriques de la richesse, que tu te consacres aussi à quelques loisirs, sans jamais bouger de ton fauteuil, sans jamais bouger de ta piole, seulement grâce à des lunettes. Une sorte de casque qui t'enverrait dans ce monde. Et tu bougeras ton sosie numérique, à ton autre toi-même, à l'aide d'un joystick ou d'une manette. En fait, tu vas jouer à Mario Bros, mais avec toi-même. Fait la petite mouche en tombant. Ce qui a pour effet de transformer sa coiffe en tour de Pise. Tout sera possible, t'imagines, reprend Carmen un peu sadiquement. Tu pourras faire du parapente, grimper en haut de l'Everest, nager avec des baleines, même si celles-ci auront sans doute disparu dans la vraie vie. Et puis surtout, le clou du spectacle, tu ne seras plus jamais vraiment mort. Cette chose sera ta silhouette à l'infini. Eh ben oui, Zib, un numéro de téléphone ne meurt jamais. C'est celui qui décroche qui n'est plus là pour répondre. Alors tu penses bien, un avatar. L'homme aura enfin trouvé sa pierre philosophale, son petit morceau d'éternité. Oh mais c'est hyper flippant. C'est assez Zib. Bah oui, Zib, ça l'est. Hein. Mais même s'il travaille à nous vendre ce monde nouveau, ce monde de l'autre côté de la réalité, qui reproduira pourtant à l'échelle exacte l'inégalité inhérente au système capitaliste, eh bien, même s'ils y travaillent, je suis persuadée qu'ils n'arriveront jamais à reproduire la quintessence d'un mouvement fait par un vrai humain, dans la 3e dimension de la vraie vie. Cette dentelle qui se tricote entre l'ondulation singulière d'un bras qui se soulève, d'un poing qui se serre, d'une cheville qui s'enroule, additionnée à notre énergie propre et à nos phéromones qui s'en dégagent. C'est impossible de reproduire ça. L'émotion qui cabote à la surface du mouvement d'un humain. Danser est un acte de résistance. Zib, la mouche, regarde Carmen et se pose sur son épaule. Je le sais qu'il ne faut pas que je te laisse trop longtemps toute seule. Sinon, t'as le cerveau qui s'enflamme et plein de petits vélos qui turbinent. C'est pire qu'une étape du Tour de France là-dedans, dit Zib en toquant de sa petite patte le front de Carmen. Et c'est alors qu'elles entendent l'une et l'autre le bruit de la noyée. D'abord l'aspiration essoufflée et étouffée de celle qui s'est laissée attirer par les tortueux abysses. Et enfin, tonitruant claquement d'un corps qui s'échappe à grand bruit des profondeurs de l'angoisse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Zibeline, totalement chamboulée, accrochant ses maigres pâtelettes à l'épaule musclée de Carmen. Carmen ne dit mot, elle ne sait toujours pas. Et c'est alors qu'elle la voit.
C'est alors qu'elle la voit, dans un premier temps là, le visage encore emprisonné par la main vaporeuse de la mort. Et enfin, déboulant du rez-de-chaussée comme une furie, la noyée débarque dans le studio au deuxième étage. Elle pénètre à la vitesse d'un diable de Tanzanie. C'est Justine. C'est Juju. Le visage inondé de larmes, incroyablement ronde et lourde. La tête dodelinante, les épaules tombantes, la bouche tordue et les dents en souffrance. Sa peau, elle est toute fripée, sous l'effet des larmes. Et ses cernes, elles sont toutes chiffonnées. Elle se tape à coups de poing le creux des clavicules. Elle gémit des sons indistincts, incompréhensibles. Et une masse conséquente de morve semble s'entasser dans ses narines bleuies par tout ce chagrin. Elle tente un « Carmel !» Mais nous assistons plutôt au jaillissement d'un torrent de bulles de lave, s'échappant de sa bouche douloureuse et de son masque de peine. « Oh, ma Juju !» console Carmen en la prenant dans ses bras. « Elle a pas l'air bien, ta pote !» chuchote Zibeline à l'oreille de Carmen. « Tais-toi, Zib, je t'en prie. »« Bah, faut lui dire qu'elle est toute zone. »« Zib, ferme-la. »« Bah, faut pas rigoler avec ça. Elle nous fait peut-être une zonisse. » Zib, je t'en supplie, boucle-la. Mais attends, c'est vastement contagieux, l'hépatite. Zib, t'es stupide ou quoi? Elle est triste. Elle est simplement triste jusqu'à l'écœurement. La pauvre Justine tente de reprendre le contrôle de sa respiration. Mais ça reste encore cette tachycardie de souffle et de son, mêlée à l'expulsion bordélique de fluides corporels. « Je suis malheureuse !» Elle a lancé son cri comme la louve hurle à la lune. « Carmen !» Zib essaie d'être discrète mais n'y arrive guère. « Carmen !» Elle a un petit côté Gustave Courbet, le désespéré. T'es sûre qu'elle n'est pas suicidaire? Carmen fusille Zib du regard. Justine hoquette. Le frigidaire? Ouais, pourquoi pas? Je vais me mettre la tête dedans. Juju? Carmen essaie d'arrêter la progression de Justine vers le frigo qui trône dans un coin du studio de danse. Juju? Zib s'excite. Ah, tu vois, elle veut se mettre la tête dans le frigidaire. Si ça, c'est pas un zoué d'une future suicidée, je me fourre les pattes dans tous mes yeux. Justine reprend. Ça me rafraîchira les idées. Juju, non, il y a d'autres astuces. On va trouver un autre moyen. Mais moi, je m'en fiche des bohémiens. Elle yoyote, là. Bah, coyote, pourquoi? On est en train de la perdre. Non, je veux pas laisser Nord sur Erdre. Bon, Juju, écoute, viens dans mes bras. Carmen, je viens de me faire larguer. Je m'attendais peu ou prou à cette raison, ma chérie. Murmure presque maternellement Carmen à l'oreille de Justine. Justine, c'est une amie. Une de celles qu'on n'a pas besoin de voir tous les jours pour savoir qu'elle est précieuse, mais qu'on aime voir tous les jours. Une avec qui on ne triche pas, on ne fait pas d'efforts. Tout semble normal. Tout semble être d'une évidence limpide. Une de celles qui ne se retient pas pour nous faire des petites réflexions bien senties. Qui ne nous cache jamais ses moments d'irritation. Et qui potentiellement peut être de mauvaise foi, mais qui accepte bien volontiers la nôtre, l'accompagnant souvent d'un petit clin d'œil complice. Une de celles qu'on a l'impression d'avoir toujours connues. Une de celles qui a les bons conseils pour une épilation parfaite, avec qui on peut refaire le monde, parler philosophie, géopolitique, et en même temps se passer le torchon pour finir une vaisselle en parlant zone pubienne et lingerie. Une avec qui on aime boire, manger, danser, parfois un peu trop collé. Une de celles avec qui on s'échange des fringues, des recettes et des principes éducatifs, tout en parlant de sexualité d'un ton graveleux. Une de celles qui est toujours là quand on est dans le chagrin, pour passer boire une bière, en regardant pousser les tomates, et en parlant de tout, sauf de notre drame, pour nous permettre de nous en échapper. Ou au contraire, qui nous prend fort sur son cœur, qui essuie nos larmes avec la pulpe de son doigt, qui nous donne des jolis noms, qui nous dit « ça va passer », que le malheur n'est jamais inscrit dans une éternité. Une de celles où il y a toujours tellement plein d'amour dans ses yeux que quand elle nous regarde, on sait qu'on est belle et qu'on est drôle. Ça nous fait doux comme du coton. Justine est une amie, une figure sororale, une sorte de sœur avec du sang étranger. Justine, c'est la frangine qu'on se choisit. Ma Juju, ma Juju. Oh mais arrête de m'appeler Juju! Hurle Justine, très fort et très distinctement. Arrête! Pardon Juju?
Carmen est complètement interloquée. Arrête de m'affubler de cet horrible surnom ridicule. Juju, mais Juju c'est immonde, c'est absurde, c'est moche, c'est infantilisant. Enfin, ça fait 10 ans que je t'appelle comme ça, Juju. Ça fait 10 ans que ça me pompe l'air, que ça m'irrite, que ça m'urtique, que ça me dérange, que ça me démange, que ça m'horrifie, que ça me furoncle, que ça... Oh là, c'est une rupture très douloureuse, analyse doctement Zib, la petite mouche bigounette de la 3e latte de Lambry. Juju répond furieusement et de plus belle « Qu'elle se taise, cette mouche à la gomme !» Qu'est-ce qu'elle peut savoir de l'amour, cette sombre idiote de bestiole? T'as raison, Justine soutient fièrement le regard de son amie, qui finit peu notamment sa phrase. « Justine, tu as raison, Justine. Nous allons voir la voisine, Madame Jeanne. » Madame Jeanne est de l'autre côté du palier. Madame Jeanne, elle saura quoi répondre. Elle a vu la vie, elle l'a éprouvée. Les deux femmes se retrouvent sur le palier devant la porte de la voisine d'en face, Madame Jeanne, et c'est cette vie. Madame Jeanne est la voisine qu'on aimerait tous avoir. Une femme aventure qui a glissé sur la vague de l'existence et plongé dans ses tourments. Elle a connu la peur, la souffrance, l'angoisse, la jalousie, l'envie, la radinerie, le sadisme, un peu de cruauté sans doute, mais aussi l'amour, la passion et l'effleurement de la caresse. Et évidemment, l'ennui, le dégoût, le plaisir. Ah oui, le plaisir. Celui de la bouffe ou de la chair, ou même des deux en même temps. Oh, parce que Madame Jeanne, elle a dû faire des trucs bizarres, hein, des trucs cochons, des trucs mignons. Dans son beau regard, il y a la paresse des jours de rien, le sentiment intense de la mélancolie, mélangé à un pétillement d'écureuil et une coquinerie enfantine. Et quand elle pose les yeux sur nous, on se sent tout de suite rassuré, apaisé, comme si c'était notre mère, mais sans ressentir tout le poids de la subordination loyale qui souvent se dégage de ce lien filial. Madame Jeanne est à moitié sage, et elle rit beaucoup en soulignant cette moitié de sagesse. Ah, faut pas déconner, il y a encore de quoi rigoler et des bêtises sacrées à faire. Madame Jeanne a l'âge de pouvoir regarder la vie avec un peu de hauteur, alors que Carmen et Jeanne sont pleines balles dans le train de l'existence, et elles ont du mal à s'arrêter pour prendre le temps des décisions. Elles sont dans la période de l'emporte-pièce, de prendre, de jeter, d'emmagasiner, de faire des stocks d'anecdotes. Madame Jeanne est à l'âge élégant du rangement et de la broderie de mémoire. Elle réalise des films en Super 8 de son fratras de souvenirs qu'elle ne projette que dans sa tête. C'est écrit sur son visage, regardez, dans ses marques, dans ses traces, qui lui laissent une sorte de masque peinturluré et tribal, comme dans les cultures ancestrales, où l'on se dessinait rituellement sur le corps les signes du temps. Bref, Madame Jeanne, c'est le chaman de l'immeuble. C'est ainsi que les filles l'ont baptisée. Et quand elles ont un souci, elles vont la voir. Et présentement, on peut dire qu'il y a urgence. Entrez, les filles. Oh, Madame Jeanne, c'est terrible. Juju, ça va pas du tout, elle vient de se faire larguer. Mais Juju, c'est une midinette. Une fleur bleue au cœur éponge, avec une infinie envie de caresse. Alors c'est sûr, ma belle, le monde qu'on lui impose doit être bien violent pour sa fragilité de fan. Ainsi parle Madame Jeanne. Oui, mais enfin là, je crois qu'on touche le fond, hein. On la croirait noyée. Elle prend un mot pour un autre, elle veut se mettre la tête dans le frigidaire, elle manque d'air, et le comble, elle veut plus que je l'appelle Juju. Ça fait 10 ans que je l'appelle comme ça, Juju. Pourquoi? Ah, ça, c'est une espèce de quota. On emmagasine dans toutes les relations hein, des petites choses irritantes, des petits cailloux dans la chaussure. Au début, on se dit que c'est rien, qu'on va faire avec, que ce n'est pas si gênant. Et puis, il y a de plus en plus de cailloux. Mais comme on a un bon rythme sur la rando, on ne va quand même pas s'arrêter pour vider la chaussure. Et puis un beau matin, juste avant de partir du refuge, devant une nouvelle ascension, on se rend compte qu'il y a tellement de cailloux dans la chaussure qu'il n'y a plus de place pour le pied. Alors on fout un grand coup de boutoir là-dedans, ça soulage et ça vide la chaussure. Mais ça veut dire qu'elle ne m'aime plus? Interroge inquiète Carmen.
tandis que Justine, installée dans le salon sur le vieux fauteuil feutré vert olive de Madame Jeanne, vient de finir son 2e paquet de Kleenex à force de se moucher. Mais non, Carmen, ça veut juste dire qu'elle n'aime pas le surnom de Juju et que tu ne l'avais jamais remarqué. Ça arrive, les impairs, aucune relation n'est parfaite. Sinon, qu'est-ce qu'on se ferait chier, non? Carmen observe incrédule cette Madame Jeanne qui vient d'utiliser un mot si vulgaire, qu'il a l'air de s'échapper de sa bouche comme une petite bombe à eau malicieuse. Ça fait rire Madame Jeanne. Ça la fait rire aux éclats. Bah oui, je peux dire des gros mots. Bon allez, qu'est-ce que je te sers? Un café? Un rhum? Ah bah pourquoi pas un rhum? Cette journée est tellement particulière. Puis elle se tourne vers Justine et lui lance « Et toi, tu prendras quoi? Jus d'orange ou jus d'abricot, ma chère Justine ?» Rattrape Madame Jeanne, toujours intensément malicieuse. Carmen se tourne vers Madame Jeanne et lui dit « Mais quelle crétine! Je m'y ferai jamais, hein !» Madame Jeanne pose sa main sur l'épaule et lui dit « Oh si, tu vas t'habituer, tu vas t'adapter. L'homme est un animal d'adaptation. D'ailleurs, parfois, on s'adapte tellement vite et tellement docilement que ça devient d'une facilité déconcertante de nous entuber. » Ben moi, je vais prendre un rhum aussi. Il n'y a pas de raison. Renifle Justine. Alors, ma belle, dit Madame Jeanne en s'asseyant à côté d'elle, qu'est-ce qui va pas? Ah, j'en ai ras-le-bol. Je tombe amoureuse de nombrils. Oui, mes mecs sont des gros beaux nombrils dont il faut prendre soin avec l'abnégation des infirmières et le vice des putains. Je me fade des purs produits du patriarcat bien refoulés sous une petite couche de culture féministe et ébréchés par des failles abandonniques. Des êtres hybrides, dominants, mais s'en sentant coupables, usant par conséquent de la petite humiliation quotidienne. À bien y réfléchir, je suis toujours avec des gars qui veulent être bien avec moi, mais qui ne veulent pas mon bien. Ouais, mais ça, je crois que c'est la société qui veut ça, débat Carmen. L'amour a perdu de sa valeur. Aujourd'hui, la construction dans la durée, ça nous demande un effort, une volonté. Avant, c'était une obligation. Les couples, ils se posaient pas de questions. Et puis même toi, hein, franchement, t'en es où de la notion de concession? Oh, pourquoi tu me poses des questions? La bouche de Justine s'est positionnée à l'envers, traduisant un sentiment de puissance-injustice. Tu sais, reprend Carmen, je conceptualise un projet de location d'amourette d'été. Madame Jeanne la regarde avec envie. Intéressant. On pourrait aussi en louer en hiver? Bon, évidemment, répond Carmen. Ça consiste en quoi? Demande Justine. Tu loues un gars avec des options. Moi, par exemple, je choisirais un gars qui me masse les pieds, qui me lit des poèmes à haute voix, qui me fait découvrir des comédies romantiques anglaises et qui m'amène boire des bières devant un coucher de soleil. Et qui me tripote les seins, la Justine en finissant cul sec son rhum. Madame Jeanne est songeuse. Et doucement, elle murmure. J'essayerais bien Tinder. Tinder, reprennent les filles interloquées. Ah oui, ce truc sur le téléphone, là, ce catalogue d'hommes que tu peux choisir à ta guise. Ah, Tinder, corrigent les filles. Oh bah non, suffoque Justine, pas vous sur Tinder, Madame Jeanne, ça ferait donner de la confiture au cochon. Et pourquoi vous y allez, vous? Interroge curieuse Madame Jeanne. Mais je ne vais pas sur Tinder, se vexe Carmen. Oh, arrête, Carmen, coupe Justine, quand la honte se partage, il n'y a plus de honte. Alors expliquez-moi, demande la chamane de l'immeuble. Parce que nos corps, ils ont faim. Nos âmes, elles ont froid. Et nos cœurs, ils ont besoin de tendresse. Ça, c'est Carmen qui a parlé. Et pourquoi moi, j'y aurais pas le droit à la tendresse? Demande Madame Jeanne avec envie. Étrangement, reprend Carmen, on la trouve mieux ailleurs que sur ce genre de site. Madame Jeanne place sous le diamant de la platine un vinyle de Bourvil et la tendresse emplit la pièce. Zib, la mouche bigoudaine, refait son apparition et se place de nouveau sur l'épaule de Carmen. Finalement, murmure-t-elle, on y est déjà dans ton monde virtuel, dans ton méta quelque chose. Quand on pense que ce sont les algorithmes qui choisissent tes amants, oh, Carmen la chasse d'un geste de la main et dit bah, « J'en ai marre de tout ça, moi, de toute façon, j'arrête l'amour. » Et c'est alors que Madame Jeanne se transforme en une bête de colère, en une louve de carmin, la mâchoire déchirée par une viscéralité venant du fond de son gouffre. « Ah non !» dit-elle. « Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas arrêter d'aimer, de séduire, de jouer de votre corps, de parcourir des monts faits d'épaules et de coudes, d'emprunter des virages de cuisses et de pénétrer des antres mystérieuses. Vous ne devez pas arrêter de vous donner,
de partager, de prendre. Je n'ai pas chanté l'hymne des femmes il y a plus de 50 ans pour entendre aujourd'hui deux beautés se désillusionner. Rappelez-vous, jouissez sans entrave, mesdames. Et ce soir, c'est carnaval. Alors dépêchez-vous de vous déguiser, de vous masquer, de désembrumer votre quotidien, de vous plonger dans l'improbable bacchanal et de flirter avec la débauche, d'emprunter le chemin d'une autre réalité, celle de la poésie. Alors Justine et Carmen ont quitté l'appartement de Madame Jeanne, toutes parées de leur costume de poésie. Une poésie multicolore, dédrapée de satin, jouant entre l'ombre et la lumière, entre le sombre et la couleur. Ah, elles sont belles. Mi-femme, mi-animal, mi-humaine, mi-poupée, mi-friponne, mi-bonne sœur. Elles sont à croquer, elles sont à craquer, à faire jouir, et puis à s'évanouir et à s'oublier. Et c'est exactement ce qu'elles vont faire. Et voilà que se dessine le parcours de leur pluie. Par ici. Ah oui. Sous les halos des réverbères, une sorte de promenade en forêt que l'on guetterait au ras du sol. Carmen et Justine sont effleurées, caressées. Chaque toucher épanouisse la pulpe de leur peau, embrase les pores de leur corps. Chaque baiser papillonne, pulmonne leur cage thoracique et leur cœur ventriloque. Chaque embrassade, chaque enlaçade tambourine le mou tissu de leurs organes, lâchant des feux d'artifice d'hormones que l'on peut distinguer au microscope. Et enfin, au matin, comme embarquée par un ruisseau de montagne, Justine se laisse porter dans un lit par un homme qu'elle démasque. Elle dépose des baisers du bout de ses cils sur la joue de l'homme qui a perdu ses attraits carnavalesques. Elle trouve son visage purement fragile. Et lorsqu'elle s'apprête à glisser ses doigts le long de la colonne vertébrale, une sirène stridente, affreuse, crève l'irréalité de la poésie vécue. Elle se lève d'un bond. Bientôt debout, tendue, crispée. Elle est nue. L'homme la regarde. Elle s'approche de la porte de la chambre. Elle met son œil sur le Judas et derrière la porte de cette chambre perchée sur une branche de l'arbre du paradis poétique, il y a la route, il y a les camions, il y a les lourds bruits de moteurs, il y a des klaxons et des sirènes. Et puis plus loin encore, et elle n'en revient pas, elle entend les sons anxiogènes des bombes qui éclatent, des pneus des remorques sur les routes défoncées par des crevures d'obus. Derrière encore, elle sent le sang, elle sent la pisse, elle sent la sueur de la peur. Derrière, et elle colle bien son œil au Judas de la porte pour le voir, elle voit la brûlure de la guerre. Elle, toute nue derrière la porte, elle qui vient de jouir et de se repaître de la tendresse folle que la fête et l'ivresse lui avaient offerte. Elle sent son corps se glacer, son sang se figer, son cœur s'arrêter et sa bile remonter le long de l'œsophage. Sa tête lui tourne, elle ne peut pas ouvrir la porte. Elle ne pourra regarder cette guerre qui se tient aux portes de l'Europe que derrière le maigre rempart que lui offre son confort de Française. Par touche, par image, par tableau, l'Ukraine, pissant le sang, démolie par les tirs de roquettes, touchée, humiliée, violée, vient de se percuter sur sa porte. Elle crie à l'aide, l'Ukraine. Elle demande d'intervenir. Elle ne veut pas être piétinée, torturée, sans que l'Europe ne bouge le petit doigt. Ses enfants sont blessés. Ses petits sont orphelins. Ses femmes sont veuves. Et ses mères ont perdu leurs fils. Et ça, il n'y a pas de mots pour ça. Alors elle résiste, l'Ukraine. Pays tournesol, se dessinant dans son ciel bleu. Et ce pays y croit, se créant des chimères. Ses espoirs, rhinocéros, démolissant l'envahisseur, le violeur, le sadique. Elle est persuadée, l'Ukraine, que cette guerre n'a pas de prix, pas de temporalité. L'Ukraine veut changer de paradigme, la Russie veut retrouver la grandeur d'autrefois. Ce chiasme n'engendrera que chaos et plaie béante. Les chars, les bombes, la sonate de la violence humaine résonnent du Donbass jusqu'à Paris. C'est ça la vraie vie? Ah, pitié. Pourquoi l'homme est si laid? Alors Justine se retourne vers l'homme et elle pose un les yeux.
Elle ouvre la porte et elle descend toute nue dans la rue. Toute nue, sans défense, comme une petite fille. Elle descend le long de la cale et sous ses pieds, le crépi du béton marque le tempo de ses pas. Elle rentre dans la mer, mais pas n'importe laquelle. Elle rentre dans la rade de Brest. Mer intérieure, lac majeur, escale reposante de l'océan Atlantique. Elle rentre son corps petit à petit dans l'eau salée de la rade. Elle veut se laver de toutes ces réalités qui s'enchassent, qui tournent boule jusqu'à former son petit manège. La virtuelle, la vraie, la poétique, l'artificielle, celle vue par les médias, par les artistes, par les ouvriers, par les bourgeois, par les sachants, par ceux qui ne savent rien. Toute réalité n'est jamais vraiment vraie. Et en plongeant tout entière dans l'eau, elle se dit qu'il faudrait qu'elle relise l'allégorie de la caverne de Platon. Elle nage. Sur le quai, Carmen et Madame Jeanne la regardent. Carmen la hèle. Oh merde! Justine! 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 Madame Jeanne la regarde d'un air coquin et aimant. Laisse Justine nager, Carmen. Dans la mer, les corps flottent. Nous changeons la perception de nos corps. Tu vois là? Elle est en train de prendre des vacances d'elle-même. Tu devrais en faire autant. Moi, je vais pêcher des étrilles. Et Carmen se déshabille. Autour d'elle grésillent les ailes d'une petite mouche bigoudaine. Cette histoire a été brodée autour des œuvres de, dans l'ordre, Nelly Bernet, Sophie Paradis, Jean-François Tilly, Joël Vigo, Christine Lebotte, FK, Patrick Bertholomé. Merci de m'avoir écouté.